Donc, je vais parler aujourd'hui sur les réseaux neuronaux conventionnels, mais sur les graphes. Donc, en utilisant des données sous forme de graphes. Comme vous le savez tous, que les graphes apparaissent dans plusieurs domaines d'application, allant de l'analyse des réseaux sociaux, de la bioinformatique, à comment dirais-je, des techniques ou bien des visions par ordinateur. Donc, à mon avis, le pouvoir des graphes existe dans leur capacité ultime de capturer les relations structurelles entre les données et permet ainsi de récolter plus d'informations par rapport à une analyse basée sur les données isolées. Donc, actuellement, il est très difficile de résoudre des problèmes d'apprentissage sur les graphes, à mon avis, pour deux raisons. La première raison, c'est que les données, de nombreuses données, ne sont pas forcément structurées à l'origine sous forme de graphes, telles que par exemple les images et les données de texte. La deuxième raison, à mon avis, c'est pour les données aussi structurées en graphes, la connectivité sous-jacente des patterns sont souvent complexes et diverses. Une solution, à mon avis, une solution potentielle consiste à apprendre la représentation des graphes dans un espace euclidien de faible dimension, de sorte que les propriétés des graphes, comment dirais-je, puissent être préservées. Bien que d'énormes efforts ont été déployés ces dernières années pour résoudre ces types de problèmes, donc beaucoup d'autres techniques souffrent encore de leur mécanisme d'apprentissage qui est très superficiel. Donc, cette présentation, je vais essayer de répondre à ces trois questions. Pourquoi les graphes sont très utilisés? Pourquoi est-il très difficile de définir l'opération de convolution sur les graphes? Qui fait que les réseaux de neurones peuvent être un réseau de neurones sur le graphe? Donc, pourquoi le graphe? Donc, on sait que les graphes sont un langage général pour décrire et modéliser des systèmes complexes. Sont une structure de données très flexible et permettent de généraliser pas mal de... Par exemple, un graphe sans arête, donc je peux l'assimiler à un ensemble. C'est-à-dire, un graphe peut généraliser un ensemble en l'absence des arêtes pleines des connexions. Si dans le graphe il n'y a pas de cycle, donc le graphe peut généraliser un arbre. Et donc, de ce fait-là, donc, cette flexibilité, on va voir, donc il est à la fois une bonne chose, une mauvaise chose, comme on va voir par la suite. Donc, les graphes sont présents partout, Donc, en allant des réseaux sociaux, et donc elle ne peut être un utilisateur, vers une carte routière, donc c'est-à-dire les nœuds sont des lignes. En allant dans un réseau de molécules, donc les atomes sont les nœuds, et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, en pratique, c'est à vous de choisir ou décider dans la nature des nœuds et des arêtes, pour modéliser un phénomène donné. Donc, dans le contexte de la vision par ordinateur, ou bien machine learning, donc étudier les graphes et les modèles d'apprentissage, donc ça fournit 4 avantages, à mon avis 4 avantages. Le premier avantage, donc nous sommes actuellement tout près de résoudre pas mal de problèmes qui étaient il n'y a pas longtemps très difficiles d'aborder. Parmi ces problèmes, il y a par exemple la découverte des médicaments pour le cancer. Donc, je relève des travaux de Wieselkopf, apparu récemment en 2019. Il y a aussi une meilleure compréhension des quantums du cerveau humain. Donc, comme on voit sur le schéma, bien sûr. Donc, on met des électrodes dans le cerveau, donc des régions du cerveau humain, et ces électrodes enregistrent des informations.
séparation des signaux. Hein. Et donc, la relation entre ces régions-là forme le graphe. Et vous allez voir que ce graphe il est multimodal. Et donc, à partir de là, donc, on va faire appel à des techniques de l'apprentissage et des techniques de deep learning pour extraire les informations utiles et identifier les fonctions des régions de cerveau. Il y a aussi notamment comment dirais-je, le routage en rafale et attribution de longueur d'onde. Donc, nous l'avons résolu ce problème avec notre technique, peut-être avant terme, nous utilisons les filtres d'ordre statistique, mais actuellement, on envisage de le modéliser à l'aide des graphes conventionnels neural network, le résoudre à l'aide des techniques techniques d'embedding, donc issues des graphes conventionnels neural network. Donc, la deuxième raison, c'est que représenter les données sous forme de graphes nous donne une grande flexibilité et permet d'avoir plus des caractéristiques, des perspectives intéressantes et diverses sur le problème. Donc, par exemple, au lieu de faire l'apprentissage sur des pixels dans une image, on peut faire l'apprentissage à partir du superpixel, c'est-à-dire qu'on regroupe les pixels sous forme de clusters et on utilise dans les relations entre ces clusters, comme par exemple, on utilise dans le visage le nez comme cluster, c'est-à-dire comme un superpixel, les yeux et ainsi de suite, et la relation entre ces superpixels. Donc, cette façon de faire a été traitée par Liang, pas récemment en 2016. Il y a aussi les graphes nous permettent d'imposer un biais inductif relationnel. Par exemple, on peut raisonner sur la pose humaine, c'est-à-dire une pose, hein, en prenant comme biais le graphe qui représente les articulations du squelette humain. On peut aussi raisonner sur les vidéos, donc en prenant comme biais, c'est-à-dire un graphe des boîtiers englobant mobile. Un autre exemple, on peut aussi représenter les traits faciaux, comme un graphe, pour mieux raisonner sur les attributs faciaux ou bien l'identité. Et le troisième avantage, c'est que déjà les réseaux de neurones se présentent sous forme d'un graphe. Donc, c'est intéressant d'exploiter cette structure des réseaux de neurones sous forme de graphe. Donc, où les neurones sont les nœuds et les relations, c'est-à-dire les connexions, c'est les pas, sont comment on dirait, soit les arêtes, soit les arcs. Ou bien on peut encore envisager autrement une autre topologie, c'est-à-dire on prend les couches comme nœuds et les flux d'informations vers l'avant ou vers l'arrière comme arête ou bien comme arc. Il y a aussi quatrièmement, on peut résoudre pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce que les données se présentent naturellement sous forme de graphes. Ça nous permet d'avoir plus d'efficacité dans le traitement. Donc je cite quelques travaux. Hein, et je ne me limite pas à ces travaux-là parce qu'il y en a d'autres. Donc il y a aussi la classification des réseaux sociaux. Donc il y a par exemple les travaux de Kneiser. Il y a aussi les maillages 3D, classification des maillages 3D et leur correspondance. Il y a aussi la modélisation du comportement dynamique des objets en interaction. On peut aussi modéliser par des graphes les scènes visuelles et la réponse aux questions. Et finalement, aussi d'autres travaux récents. Donc, c'est les tâches, d'apprentissage, différentes techniques d'apprentissage par renforcement. Donc, à mon avis, les 4 avantages tirés en essayant d'utiliser les données sous forme de graphes et initier un graphe conventionnel neural network. Donc, juste pourquoi est-il difficile de définir l'opération de convolution sur les graphes? Pour répondre à cette question, je vais essayer de donner un petit exemple. On va raisonner sur une image d'une voiture. Donc, on voit que
On a trois propriétés importantes de convolution. C'est qu'il est invariant par décalage. Donc si on décale, on translate l'image vers le haut, vers le bas, ou bien vers la droite ou vers la gauche, on reconnaît toujours, il reste toujours une voiture. Donc c'est une propriété très importante. Il y a aussi la localité. Donc, comment dirais-je, en essayant d'avoir c'est-à-dire une agglomération, bien une information qui vient du voisinage de chaque nœud. Donc, voilà, qui nous permet d'avoir une représentation sémantique du concept. Par exemple, une roue ou bien une fenêtre. Et cette information, je peux l'utiliser pour avoir une idée globale pour reconnaître l'objet. C'est-à-dire que je peux utiliser des filtres sur des régions comme ça et capturer ces informations-là qui sont utiles pour la reconnaissance par la suite de l'objet. Il y a aussi la compositionnalité, donc où il y a la hiérarchie. Donc, une grande région de l'image peut être un parent sémantique de petites régions. Par exemple, je prends l'exemple, c'est-à-dire que la voiture est un parent sémantique des portes, en même temps des portes, des roues et des conducteurs. Et en même temps, un conducteur est un parent sémantique de la tête et des bras, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et cette simplicité est exploitée par les filtres, les filtres de convolution. Donc, c'est pour ces trois propriétés intéressantes, on essaie de généraliser ces trois propriétés dans l'opération de convolution sur les graphes. Donc, l'idée centrale ici, c'est que notre but, c'est développer un modèle va être flexible, comme les graphes Neural Networks, qui peut digérer et apprendre à travers les données. En même temps, on veut contrôler les facteurs qui contrôlent bien cette flexibilité. Voilà, donc de ces trois propriétés que je viens de citer. Donc, juste pour vous donner une idée, pourquoi le graphe Neural Networks? Comme vous voyez, il y a un graphe. On essaie de le traiter de telle manière de représenter les caractéristiques de chaque nœud sur un espace euclidien, par exemple ici 2D. Et vous voyez bien que la similarité ou la proximité, elle est conservée. Donc, c'est-à-dire les propriétés intéressantes des graphes, elle est aussi conservée, même on a réduit la dimensionnalité. Et c'est ça l'intérêt de traitement de tel graphe. C'est-à-dire on va réduire l'espace euclidien, on va avoir un espace euclidien de faible dimension, mais tout en préservant les propriétés du graphe. Donc, c'est quoi un graph convolution network? C'est une architecture similaire au CNN. Sauf que les deux opérations importantes, qui sont la convolution et le poly, ne sont pas forcément les mêmes dans les graphes convolution neural network. Donc, voilà. Donc, notre graph convolution neural network, il prend en entrée une matrice. Cette matrice, c'est quoi? Elle est composée de n lignes et de F0 colonnes. L lignes, pourquoi L lignes? Parce que dans notre graphe, on a n nœuds. Donc, autant de lignes, autant de lignes. F0, c'est la dimension de la matrice caractéristique. Chaque nœud est représenté par un vecteur caractéristique de dimension F0. Donc, cette matrice-là, caractéristique, on va l'appeler X. Donc, on va le nommer X. D'accord? En même temps, le graphe, comme vous le savez, il est complètement représenté par sa matrice d'adjacence. Donc, et la matrice d'adjacence du graphe qui représente la structure de graphe. Donc, un graphe convolution neural network, si vous voulez, il prend en entrée quoi? La matrice caractéristique et la matrice d'adjacence du graphe. C'est quoi la matrice caractéristique? Elle englobe quoi? Toutes les caractéristiques des nœuds. Donc, chaque nœud est représenté par un vecteur caractéristique.
Donc, l'architecture est organisée suivant deux couches. Bien sûr, la couche d'entrée, c'est le vecteur caractéristique. Après, on calcule la sortie, par exemple, de la couche 1, c'est H1. Et ce calcul en fonction de quoi? De H0 et la matrice d'adjacence. H0, pour notre cas, au premier, c'est la matrice d'adjacence. Plutôt, c'est le vecteur, la matrice caractéristique. Et ainsi de suite. Donc, f est appelé, donc ici, la fonction de propagation. Donc, l'intérêt, c'est qu'à la fin, j'obtiens quoi? Un vecteur de faible dimension, hein, qui représente les données dans le graphe. Donc, davantage, la première règle de propagation est une règle simple, c'est-à-dire que, donc, comme j'ai dit, donc, je prends une couche I, donc, l'entrée c'est HI, c'est-à-dire la couche I plus 1, on raisonne sur la couche I plus 1, donc l'entrée c'est HI, qui est la sortie de la couche précédente, qui est la couche I. On a la matrice d'adjacence A qui représente le graphe. Donc, à la sortie, je revois, donc sigma, c'est une fonction d'activation qui est généralement non linéaire. On peut la prendre, par exemple, c'est un relu, c'est un x8 linéaire lunaire. Et pour générer la sortie HI plus 1. Donc, comme vous voyez, les poids, les dimensions des poids, c'est FI et FI plus 1. Généralement, FI plus 1, la dimension de FI plus 1 est plus petite que FI. Parce qu'au fur et à mesure, on veut abstraire les données, tout en tenant compte de la structure du graphe. Parce qu'il y a une information. Imaginez que vous déployez plusieurs capteurs. Il y a l'information issue de chaque capteur. Il y a une autre information déduite de quoi? C'est-à-dire lorsque je vais regrouper les capteurs qui ont dans la même région, c'est-à-dire des régions proches, ou bien voisines. Une autre information supplémentaire qui s'ajoute. Cette information est incluse dans la matrice d'adjacence. Donc, et la règle la plus simple, c'est que j'entre avec, par exemple, HI et A, et ça me génère toujours A, X et W. Donc, pour la couche d'entrée, par exemple, si je prends la couche d'entrée, c'est-à-dire la couche d'entrée, donc on a H0 qui est X, c'est l'entrée, et donc, et de ce fait-là, donc, la règle serait quoi? Et je prends comme sigma, c'est-à-dire c'est la fonction identité, donc sigma c'est la fonction identité, et je vais avoir H0, oméga 0, et je prends oméga 0, c'est la matrice unité. De telle sorte que la sortie de la couche, la première couche, c'est AX. A, c'est-à-dire la matrice d'adjacence fois le vecteur, ou bien la matrice qui représente les caractéristiques de n données, ou bien de n nœuds du graphe. En quelque sorte, il arrive quoi? C'est-à-dire qu'on vient de... Donc, on ne considère pas seulement l'information issue du nœud, mais aussi de son voisinage. C'est ça le fait de multiplier par A. Et cette façon de faire, il a des avantages et il a des inconvénients. Parce que les nœuds n'ont pas le même degré, n'ont pas le même nombre de voisinages. On va voir que les nœuds qui ont un faible voisinage, c'est-à-dire autrement dit en termes mathématiques, un faible degré, et on aura des sommets qui ont un voisinage riche, donc c'est-à-dire un degré élevé. Vous allez voir qu'on va avoir un problème de vanishing ou bien explosion, c'est-à-dire l'affaiblissement numérique du gradient et ou bien l'explosion numérique du gradient lorsqu'on veut faire la correction, c'est-à-dire l'apprentissage par la suite. Et donc pour pallier à cet inconvénient-là, il y a plusieurs techniques dont je vais parler par la suite. Bien, donc comme j'ai dit, il y a un problème qui apparaît à l'horizon, donc vous avez un petit peu ressenti ce problème-là. C'est que, par exemple, si dans un graphe, il n'y a pas de boucle, autoboucle. C'est-à-dire que je vais calculer, comment dirais-je, l'information contenue de nœud sans tenir compte des caractéristiques du nœud lui-même. Ça, c'est grave. Donc, sauf si là, dans le cas, il y a quoi? Il y a une autoboucle. S'il n'y a pas d'autoboucle, bien ces boucles, on ne peut pas tenir l'information de ce nœud-là. Je vais tenir l'information de ses voisins sans tenir compte de l'information du nœud lui-même. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est ajouter des boucles artificielles. Comment j'ai dit mathématiquement? Donc, c'est ajouter à la matrice d'adjacence, la matrice unité. Et comme ça, on peut tenir compte aussi même de l'information issue du nœud lui-même.
Un autre problème que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire parce que c'est un graphe qui n'est pas homogène, c'est-à-dire les nœuds n'ont pas forcément les mêmes degrés, donc les nœuds qui ont de faibles degrés, donc on va voir la valeur de l'information récoltée, au fur et à mesure, va s'affaiblir, donc il y a un affaiblissement numérique, et les nœuds qui ont un degré élevé, donc c'est-à-dire voir que leur information au fur et à mesure de traitement, hein, donc il y a une explosion. Donc ça pose un problème. Pour pallier à ces deux problèmes-là, on fait appel à deux techniques. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va ajouter des boucles, des autres boucles. Comment mathématiquement on revient à ajouter à la matrice A la matrice unité. Autre chose, pour empêcher qu'il y ait un problème d'affaiblissement ou bien d'explosion, donc on va essayer de quoi? De normaliser. Ça veut dire quoi normaliser? Diviser les nœuds ou bien les decks par la valeur du degré. Ça revient ici de multiplier par d-1. Avec d-1, c'est quoi? C'est donc une matrice diagonale. Donc elle est nulle si I dépend de J. Mais lorsque I égale à J, donc c'est bien que c'est quoi? C'est la somme de cette ligne-là. En quelque sorte, je viens le degré, divisé par le degré. Donc, un bref récapitule. Donc maintenant, nous avons vu deux règles. La première règle, la plus simple, c'est-à-dire que je reste toujours sur la couche I, la couche I plus 1. Donc en entrée, j'ai HI, c'est la sortie de la couche I. J'ai toujours la matrice d'adjacence A, et une fonction d'activation généralement non linéaire sigma, et j'obtiens donc la valeur de cette règle de propagation, c'est sigma AHI W. Avec W, bien sûr, ce sont les poids liant la couche I à la couche I plus 1. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, donc là, on va ajouter la normalisation. En même temps, on ajoute l'information issue du nœud lui-même. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser A, on va utiliser A chapeau qui est A plus I. D'accord? Voilà les grandes règles. Donc. Et ces règles-là, on va essayer de les arranger autrement. C'est-à-dire, on va, dans la forme, je vais apparaître une fonction qui transformation, une fonction d'agrégation. D'accord? Et donc, on voit une fonction de transformation, c'est quoi? C'est essayer de multiplier une entrée M fois WI via, donc on le calcule via une fonction d'activation sigma, et une autre fonction suivie d'une autre fonction d'agrégation. C'est quoi cette fonction d'agrégation? C'est de multiplier ça soit par A, soit par D-1 fois A chapeau, c'est-à-dire soit la première règle, soit la deuxième règle. Donc les deux règles, règle 1 ou bien règle 2, on peut les voir comme une transformation suivie d'une agrégation. C'est ça ce que je veux. Donc transformation suivie d'une agrégation. Agrégation, ça dit quoi? Agrégation, ça dit je vais obtenir une information du voisinage. Je vais agréger l'information issue du voisinage. Donc, comme je répète, c'est-à-dire je reviens un petit peu en arrière, donc on a pu répondre aux deux problèmes imposés par ça en utilisant la règle 2. Dans la règle 2, il y a quoi? On a transformé la matrice d'adjacence en lui ajoutant la matrice unité I, c'est-à-dire en quelque sorte, on va tenir compte même de l'information issue de lui-même. En même temps, on a normalisé pour empêcher l'affaiblissement ou bien l'explosion de la valeur, donc en multipliant par D-1. Donc, dans ce qui suit, donc je vais appeler la première règle, c'est la règle de la somme, et la deuxième règle, c'est la règle de la moyenne. Juste pour simplifier le truc. Voilà, donc juste pour vous donner une idée de ce qui se passe réellement au niveau de c'est-à-dire les deux règles qu'on a utilisées, mais ça n'empêche que récemment, dans un papier qui est apparu récemment, donc 2019, là, au lieu de multiplier qui ont pas D-1, vous voyez D-1 fois A chapeau fois XW, il est asymétrique. Il faut rendre ça symétrique, donc en même temps, vous allez voir cette façon de rendre symétrique, on tient compte du voisinage de I et du voisinage de J. Donc les informations viennent de I et viennent de J. Ça, c'est important. Bien. Donc, la règle de la somme. Donc, si je regarde ce qui se passe au niveau d'une ligne, c'est-à-dire au niveau d'un neurone, plutôt d'un nœud. Donc, ça dit quoi multiplier A fois X?
En quelque sorte, c'est quoi? C'est une somme pondérée. Ça revient à une somme pondérée des caractéristiques, pondérée avec la matrice d'adjacence. La règle de la moyenne, donc vous voyez bien que c'est quoi? C'est une somme pondérée, mais la moyenne des sommes pondérées, c'est une moyenne par rapport à D. Juste voir donc, ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme de normalisation. Revenons à l'opération conventionnelle dans un gaz spectral. Vous voyez au niveau de la troisième équation, c'est-à-dire au niveau de 3D, non pas 3E, on voit bien que c'est spectral, c'est une somme pondérée, spectral, mais en même temps on tient compte de quoi? Le voisinage d'une I et le voisinage d'une J. Je divise par le voisinage, c'est-à-dire le degré de I, d'une I et le degré d'une J. Donc là, je vais mettre en œuvre un petit peu ce qu'on vient de voir, mais on va se donner un graphe pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc un graphe qui représente une situation quelconque. D'accord? On va essayer de... Donc l'idée clé est de générer donc, des embéniques, c'est-à-dire des intégrations bien du fusionnement, hein, de telle manière de réduire le vecteur caractéristique de chaque nœud dans le graphe. Voilà, donc vous voyez, donc, si on regarde bien, donc A, il a combien de voisins? Il a 3 voisins qui sont B, C et D. B, il a combien de voisins? Il a A et C. Puis C, il a combien de voisins? Il y a A, B, E et F. Et D, il a E. Et donc, on fait propager cette information pour avoir une représentation d'une A. Une représentation qui est de faible dimension. Vous allez voir, elle présente seulement les caractéristiques les plus importantes qui nous permettent de raisonner. Vous allez voir que ces boîtiers-là sont réellement, vous allez voir, sont des réseaux neuronaux qui permettent ce calcul-là. Donc, l'intuition, ou bien une idée, c'est de, comment dirais-je, les nœuds regroupent les informations issues de leur voisinage. Hein, et en même temps, appliquer un réseau neuronal pour faire ces calculs-là. Donc, les boîtiers que vous voyez ici, vous allez voir, sont des réseaux de neurones. Peut-être sont des percepteurs multicouches qui permettent, oui, aussi à l'intérieur, oui, pour faire des calculs. Bien, donc pour chaque nœud, j'obtiens un graphe de calcul qui résume un petit peu le voisinage de ce nœud-là. Vous allez voir que ces graphes-là, la profondeur de ces arbres-là, elle est aléatoire. Ça dépend du graphe original sur lequel on a travaillé. Et donc, vous voyez ici déjà, donc, on peut les calculer de manière parallèle. Une parallélisation. Ils sont indépendants. Ou bien faire par batch, par lot, l'apprentissage par lot, comme vous voulez. Donc, juste pour illustrer ce que je viens de dire, donc vous voyez la première couche, donc, on fournit les vecteurs caractéristiques, ça constitue la première couche. Donc, comme j'ai dit, le modèle est de profondeur aléatoire, ça dépend de la structure du graphe. Puis, en fin de compte, pour calculer la caractéristique intégrée ou bien l'intégration de toutes les caractéristiques pour préserver que les caractéristiques essentielles qui permettent de raisonner, donc c'est la couche 2. On peut voir cette architecture-là comme ça, donc couche 1, couche d'entrée, couche cachée et couche de sortie. Dans ce cas, on a pris 3 couches parce que ça prête à 3 couches, mais la profondeur, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est aléatoire. Ça dépend du graphe. Donc, c'est quoi ces boîtiers-là? Donc, vous allez voir que ce sont des réseaux de neurones, on va le voir par la suite. Donc, la façon de faire, c'est quoi? Je dois, agréger ou bien les informations venant des voisins, puis appliquer un réseau de neurones pour pouvoir calculer la sortie intégrée.
c'est-à-dire une représentation restreinte des caractéristiques du nœud A. Et le même travail peut se faire pour le nœud B, C, D, ainsi de suite, il peut se faire d'une manière parallèle. Donc, un peu de mathématiques, bon, juste pour modéliser ou bien formuler ce que je viens de dire autrement. Donc, on raisonne sur la couche K, par exemple. Donc, la couche K, c'est-à-dire, je veux quoi? La valeur, ou bien, comment dirais-je, la valeur intégrée du nœud V à la couche K. Donc, j'utilise une fonction d'activation qui est non linéaire, généralement, c'est le lui ou bien autre. Donc, vous voyez, donc, si en rouge là, donc c'est une, comment dirais-je, c'est une intégration moyenne, c'est-à-dire je prends une information moyenne issue de tous les voisins de U, de V. En même temps, regardez là, donc en même temps, j'utilise même l'information issue de V, c'est-à-dire du nœud lui-même. Donc, ça, c'est le modèle mathématique qui résume un petit peu ce qui se passe au niveau de la couche K, pour pouvoir calculer l'information, ou bien comment dirais-je, intégrée du nœud V. Pour trouver la meilleure façon de fusionner ces caractéristiques pour en sortir que les caractéristiques essentielles, on utilise une fonction PERT d'intégration. Oui. Donc on a le même nombre de nœuds dans la phase. Oui, autant. C'est au niveau de la caractéristique, regarde. Chaque nœud, il est représenté par un vecteur caractéristique. Mais après tout ça, donc le nœud soit représenté seulement par un vecteur de dimension réduite par rapport à la première. Le même nombre de nœuds. Oui. Le nombre, c'est les caractéristiques qui changent. Oui, c'est ça. Donc, pour avoir une meilleure, c'est-à-dire pour détecter les meilleures caractéristiques, on utilise une fonction PERT qu'on va minimiser. Cette fonction, comment dirais-je, donc ça c'est déjà vu, j'ai parlé de ça. Donc, on utilise le gradient. Généralement, c'est le gradient stochastique, la descente du gradient stochastique pour entraîner ces paramètres d'agrégation. Donc, les paramètres d'agrégation sont WK et BK. Donc, ce sont les paramètres, bien les poids de notre réseau. Vous allez voir qu'on va jouer sur ces paramètres-là pour minimiser une certaine fonction PERT en utilisant, par exemple, l'algorithme le plus utilisé dans ce cas-là, c'est la descente du gradient stochastique. Donc, pour entraîner le modèle, donc soit de manière non supervisée ou bien de manière supervisée. D'une manière supervisée, on utilise seulement la structure interne du graphe. D'accord? Et par exemple, la fonction PERT, dans ce cas-là, soit elle est basée sur une randonnée aléatoire, bien un parcours aléatoire, ou bien en factorisant le graphe, ou bien j'utilise des modèles de telle sorte que les nœuds similaires doivent avoir des intégrations similaires. C'est-à-dire des données similaires qui ont déjà à l'origine des caractéristiques très proches, après intégration, doivent avoir des intégrations très, très, très similaires aussi. C'est-à-dire, en quelque sorte, on conserve la propriété d'intégrer dans le graphe d'origine. On peut utiliser cette technique-là pour faire l'apprentissage non supervisé. Ou bien, on peut faire un apprentissage supervisé, d'accord? Donc là, le graphe, je peux lui donner une autre information. Il s'agit d'un graphe. On peut l'intituler comme ça, c'est un graphe social, c'est-à-dire un graphe qui représente des interactions entre des gens. Donc le nœud A, il peut être soit en ligne, il peut être soit un humain ou bien un robot. Donc on a deux labels. Un nœud, il peut avoir deux labels. Donc on peut parler de la classification, soit un homme, un humain ou bien un robot. Et donc, je prends le nœud A. Le nœud A, donc c'est son graphe
de calcul, le graphe de calcul, et donc on utilise l'agrégation des informations venant de ses voisins. Donc on peut utiliser cette fonction PERT comme la suivante. Donc YV c'est quoi? C'est le label de la classe du V. ZV c'est quoi? C'est la sortie obtenue après intégration. Et donc on peut calculer cette fonction PERT en essayant de la minimiser en jouant sur les poids de classification θ, sont des poids d'un neurone, d'un réseau. D'accord? Donc voilà. Donc définir, c'est-à-dire généralement ce qu'on fait, donc c'est quoi ces boîtiers-là? Sont des fonctions d'agrégation issues du voisinage de chaque nœud qui contribuent dans le graphe de calcul, contribuent dans le calcul comment dirais-je, de l'intégration, ou bien de la valeur d'intégration du nœud A. Et par la suite définir une fonction, ça c'est la stratégie, donc par la suite définir la fonction PERT, puis entraîner, donc là on peut entraîner soit les trois nœuds en même temps, par batch, ou bien en parallèle, si on a la capacité de le faire, en parallèle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois que nous avons fait l'entraînement sur ces trois nœuds, on passe aux trois autres restantes sans problème, il n'y a pas de problème. Donc, merci pour votre attention. Une chose, ces graphes-là. Donc, c'est une nouvelle technique. C'est-à-dire que on ne tient pas compte seulement de l'information issue d'une donnée. Donnée ne représente pas un vecteur cartésique, mais aussi de son voisinage. Donc, il y a une information issue de, on va dire, spatiale. C'est ça l'avantage. Le problème de cette technique-là, c'est que jusqu'à présent, on utilise pas mal de choses. Donc, c'est-à-dire même ces techniques sont superficielles. On ne tire pas, vous allez voir que le calque, c'est-à-dire comment dirais-je, le vecteur d'intégration à la fin, ou bien la réduction du vecteur caractéristique du nœud initial, donc, c'est-à-dire dans certains cas, ne reflète pas la réalité. Donc, je ne conserve pas totalement toutes les propriétés essentielles contenues dans le graphe initial. Ça reste toujours des travaux, donc